Rebonjour à toutes et tous, merci d'être toujours avec nous à distance en direct du Salon du Management. À mes côtés, désormais, Patrick Chwarnitsky. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, pour rappel, tu es directeur associé chez Alternego, cabinet spécialisé en inclusion et en diversité. Et nous allons bien évidemment parler de l'avenir des politiques de diversité en entreprise en France, notamment à l'heure où des entreprises américaines font marche arrière en la matière. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quoi consiste une politique DEI dans l'entreprise? Alors, une politique DEI, diversité, équité et inclusion, c'est pas qu'un acronyme lexical, ça veut dire un truc. Diversité, c'est une photographie statique du degré de différence entre les membres d'un écosystème, pour faire simple, donc sur des critères sociodémographiques essentiellement. Équité, c'est comment je crée les conditions pour que tout le monde, qui que l'on soit traité de façon équitable dans l'entreprise, au recrutement, gestion de carrière, accès à la formation, etc. Et l'inclusion, c'est le mot peut-être le plus nébuleux, mais le plus important, c'est comment je mets en musique ces diversités, comment je crée quelque chose de dynamique pour que les différences deviennent une source de bien-être et de performance. Voilà. Et pour être juste concret en quelques mots, par quoi ça peut passer en entreprise, ces politiques? Alors, ça passe par des process de recrutement beaucoup plus équitables, ça passe par la formation des managers pour que les managers soient beaucoup plus capables de gérer justement la diversité dans les équipes, parce que l'erreur qu'on a souvent sur ce sujet, et on l'a souvent abordé en France de façon un peu idéologique ou militante, en ayant cette espèce de d'illusion qu'il suffirait que les gens soient différents dans une équipe pour que la magie opère et pour que d'un seul coup les gens s'aiment les uns les autres et soient performants, ce qui n'est pas le cas. Une diversité mal managée dans une équipe, les études Le Monde peuvent mener à l'inverse, c'est-à-dire à des conflits, à du communautarisme et du coup au fait que on soit malheureux et qu'on soit pas performant. Et alors du coup, pour revenir sur les évolutions justement en la matière des dernières années, et notamment l'évolution du cadre légal en France, en fait, d'où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors le vrai virage, c'est 2001 en France avec une loi de lutte contre les discriminations, et comme beaucoup de sujets, le sujet de la diversité est rentré dans l'entreprise de façon punitive. C'est-à-dire qu'on a dit aux entreprises, si vous discriminez, voilà ce qui va vous arriver. On a créé avec l'UE, avec tous les pays membres de l'UE, une liste de 16 critères de discrimination dans le Code du travail. On en est à 26 aujourd'hui. Donc c'est parti de là, ce qui veut dire qu'il y a 25 ans, on formait quasiment que des recruteurs. Recruter sans discriminer parce qu'il y avait vraiment la peur de la sanction. Ensuite, on a quand même élargi le spectre pour accompagner les RH, les gestionnaires de carrière sur lutter contre le plafond de verre, le sexisme ordinaire, etc. Les managers, on en a parlé, et puis les dirigeants depuis quelques années qu'on commence à embarquer un peu dans l'histoire. Il y a 10-15 ans, les dirigeants ne mesuraient pas que l'inclusion était un enjeu de stratégie. Ils voyaient ça comme un petit sujet RH un peu cosmétique sur il faut créer le bien vivre ensemble, etc. Et alors l'adoption, c'est intéressant qu'on s'y arrête, puisque justement on voit bien un rétropédalage du coup aux États-Unis, notamment depuis la réélection de Donald Trump. Du coup, est-ce qu'il faut s'inquiéter en France? Est-ce que nous-mêmes on pourrait être embarqués dans cette dynamique plutôt négative finalement, ou en tout cas de retour en arrière? On peut pas raisonner sur toutes les entreprises. En France, il y a les entreprises françaises qui bossent à l'étranger, notamment avec des contrats fédéraux aux États-Unis. Il y a les entreprises américaines installées en France, et puis il y a les entreprises françaises qui travaillent que en France. Et donc ces trois catégories d'entreprises, on peut pas les mettre dans la même situation par rapport à ce qui est en train de se passer. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est au-delà de la posture d'anxiété ou de se poser, c'est de se dire, est-ce que c'est pas une magnifique opportunité pour justement inventer une inclusion à l'européenne, voire à la française? Parce qu'en fait, la comparaison avec les États-Unis, elle est très vite très limitée. Parce qu'historiquement, depuis 60 ans, les Américains ont abordé la diversité par un prisme communautaire, avec la volonté affichée de laisser exister les communautés. Quand vous rentrez, ça fait très longtemps que quand vous rentrez dans une entreprise américaine, vous remplissez un formulaire où vous cochez des cases. Je suis noir, je suis juif, je suis en situation de handicap, je suis gay. C'est illégal en France. C'est la différence entre les États-Unis et la France. C'est illégal. On n'a pas le droit de compter. Par contre, en France, on peut faire du déclaratif, mais on n'a pas le droit de faire du comptage. D'accord? Donc les Américains ont joué la carte de la communauté, mais ils l'ont poussé très très loin. Et ces communautés, elles posent pas de problème en soi, elles deviennent un problème quand elles deviennent communautaires. C'est-à-dire quand l'identité de ma personne est remplacée par l'identité du groupe auquel je vais appartenir. C'est comme si j'arrêtais de vous dire je suis Patrick, mais pour vous dire je suis un Français. Et à partir du moment où mon identité individuelle est remplacée par mon identité de groupe, alors je risque de me construire en opposition à ce qui n'est pas moi.
Et on voit bien que les Américains ont voté il y a 60 ans des affirmative action pour favoriser l'accès aux universités des Afro-Américains. 60 ans après, est-ce que ces mesures ont résolu le problème du racisme? Évidemment pas. Pour la suite, forcément, je ne peux pas ne pas vous poser la question. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années? Je suis optimiste parce que je pense qu'il y a une troisième voie, que l'inclusion à l'européenne ou à la française, elle est possible. On connaît les règles. On a publié avec la FMD un ouvrage sur la base d'un travail fait avec 10 entreprises où on a posé les bases de ce à quoi ressemblerait une entreprise inclusive. Donc oui, je pense que il faut être optimiste. Pour répondre à ta dernière question sur les sujets à venir, les sujets historiques, vraiment historiques, c'est l'égalité femmes-hommes et le handicap. Les sujets d'avenir, et on le voit bien dans toutes les baromètres que nous on fait chez les plus jeunes, c'est la question de la religion, la question de l'apparence physique et la question de l'orientation sexuelle et des identités de genre. Ça, c'est des sujets d'avenir parce que c'est des sujets sur lesquels les plus jeunes sont extrêmement appétents. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci également à vous toutes et tous de nous suivre à distance. Je vous donne à nouveau rendez-vous avec un prochain invité dans quelques minutes. À tout de suite.